bienvenue sur Donut and Human, la chaîne YouTube qui donne la parole aux acteurs business du changement positif. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Bastianelli, qui est une très fine observatrice de la Chine, où elle a vécu de longues années. Elle a dirigé 2 agences Havas à Shanghai et à Pékin. Elle a créé une ONG là-bas, We Belongs to Change. Et elle est l'auteure de Quand la Chine s'éveille verte, qui est un ouvrage remarquable, un témoignage et aussi un documentaire sur la manière dont la Chine se transforme, amorce son changement vers le green. Nathalie, tu t'attaches à montrer comment la Chine, qui est à la fois le plus grand pollueur au monde, est aussi le pionnier en matière de développement durable et de recherche de solutions écologiques. On y trouve une somme d'initiatives green prises par la société chinoise, absolument méconnue de nous autres. Et en fait, c'est un livre qui vraiment nous ouvre et va changer notre vision de la Chine et des Chinois, une vision un petit peu monolithique, n'est-ce pas Nathalie? Ma première question, c'est comment est-ce qu'on passe de Havas, direction de grande agence en Chine, à je vais créer une ONG? Déjà, est-ce que c'est le fruit d'une réflexion, d'une transformation personnelle? Et évidemment, vu d'ici, est-ce qu'il y a du courage, voire de la témérité, à créer une ONG en Chine aujourd'hui? Alors effectivement, quand je suis rentrée d'expatriation, j'ai travaillé pour le directeur général de l'époque qui m'avait confié de regarder comment les sujets de développement durable et aussi la position de la femme au XXIe siècle devenaient des contenus un peu stratégiques pour les marques commerciales qui étaient nos clients. Et j'ai commencé à regarder les événements qui existaient, notamment, je le dis dans le livre, les Ateliers de la Terre qui se déroulaient à Évian, où ils invitaient des pionniers du monde entier à venir partager leurs initiatives et leurs innovations. J'avais trouvé ça formidable, j'étais hyper enthousiaste. Et du coup, j'avais commencé à réfléchir, de dire, ben voilà, il n'y avait pas encore tous ces grands débats de pollution en Chine. Enfin, la pollution existait bien sûr, mais on n'en parlait pas comme ce fut le cas en 2013, à partir de... On va y venir. Voilà. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'organiser ce même genre d'événement pour les Chinois, et notamment pour les jeunes générations chinoises, parce que la Chine est l'Eldorado des grandes marques internationales. Et donc, comment les sensibiliser à consommer moins et mieux? Après, pour revenir à la question de la témérité, oui, bien sûr, c'est audacieux d'organiser un événement à 10 000 km de là où je vis. Parce que tu étais rentrée en France, en fait. J'étais rentrée en France. Tu avais fini ton mandat pour Havas, tu étais rentrée en France, et donc tu crées un événement là-bas. Comment ça se passe, cet événement? Tu peux raconter? C'est un événement annuel? C'est un événement annuel que j'ai organisé beaucoup à Pékin, mais aussi à Shanghai. Et l'idée, c'est d'inviter des pionniers du monde entier pour moitié. Et l'autre moitié, ce sont des Chinois. C'est-à-dire comment faire découvrir les pionniers chinois à sa population. Et on filme l'événement et en direct, on le met sur les réseaux sociaux chinois. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais une approche un peu holistique, c'est-à-dire un peu disruptive. Elle dit un peu, mais c'est carrément holistique. Oui, voilà, disruptive, c'est-à-dire que, bon, maintenant, ça se fait beaucoup en France, mais on démarre l'événement avec de la méditation collective. Oui. On forme les chefs des grands hôtels qui nous accueillent à tout produire en vegan, c'est-à-dire même les pauses café. Ce qui pouvait être un peu challengeant au départ. Et puis finalement, ils ont adoré l'expérience. Et puis, au lieu de faire le traditionnel dîner VIP, eh bien, j'ai organisé un dîner en silence, en conscience et avec gratitude. D'accord. Et donc, voilà, oui, tu les as un peu secoués, en fait. C'est très expérientiel. Et on invite des artistes. On essaie de les mettre à l'instant présent pour vraiment les connecter au cœur et pas au mental. Parce que si on le fait de manière assez traditionnelle, ça reste juste du partage d'informations. D'accord. Et on voit bien que le partage d'informations, on n'en manque pas. Donc l'idée, c'est comment arriver à faire en sorte que les gens se reconnectent. Oui, le vivre émotionnellement pour l'intégrer, justement. C'est ça, c'est vraiment travailler sur l'éveil de conscience pour espérer un changement de comportement et de mode de vie. D'accord. Et ça, cette approche, ça t'a permis justement de te glisser entre les mailles du filet, j'ai l'impression que pour faciliter justement le travail avec le gouvernement chinois? Alors moi, je ne voulais pas de coopération avec le gouvernement parce que je voulais être libre de pouvoir proposer les contenus que je souhaitais. Parce que les ONG, en général, travaillent avec le gouvernement. Avec des organisations. Donc c'est vrai qu'en tant qu'étrangère, je n'ai pas pu enregistrer mon ONG sur le territoire. Ça, c'est une loi qui était assez récente. Et du coup, j'ai créé une coopération avec une ONG locale. Je l'ai fait ça à plusieurs reprises. Et j'étais vraiment focus sur les solutions.
Donc, c'est vrai que c'est un sujet très sensible, le Oui. réchauffement climatique, et c'est vraiment de la géopolitique aussi, mais n'étant que focalisé sur les solutions, ça a créé un tel engouement que oui, je suis passée sous le radar en fait, et j'ai jamais été là pour dénoncer quoi que ce soit, parce que je pense que plein de gens le font, et le font souvent Oui, le très portrait à bien. charge de la Chine, ça. Voilà, on donc je l'a pense souvent, que ouais. ça, il n'y avait pas besoin. Et puis, c'était pas du tout mon envie. J'avais pas du tout envie d'être dans cette énergie-là Oui. de jugement, de peur, mais au contraire, de créer de l'enthousiasme et de l'élan. Oui, ce que tu montres beaucoup dans ton livre, c'est les paradoxes en fait, l'envie de changer et en même temps le fait qu'il y ait les réalités de terrain. Et ça, c'est. Oui, parce que déjà, les pollutions et les effets du réchauffement climatique se font vraiment sentir en Chine. Donc, ça fait partie de leur quotidien, donc ce qui est assez effrayant quand on vit dans le pays. Mais aussi, il y a ce paradoxe où le gouvernement chinois met énormément de choses en place pour aller vers une croissance plus verte, mais elle pousse aussi sa consommation intérieure, elle pousse aussi Oui, la bien croissance. sûr. Donc ça, ce paradoxe-là, je crois qu'on le vit dans beaucoup de pays. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, dans ton livre, dès le début, tu parles de l'effet de nombre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve intéressant de s'intéresser à la Chine et de regarder ce qui se passe là-bas. Parce que tu expliques que si la Chine, avec le poids qu'elle pèse, en fait, si elle bascule, en fait, elle emporte le plus grand nombre. C'est ça. Ça, c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est pour ça que c'est une personne sur 5 est chinoise dans le monde. Donc on voit bien le poids que représente la Exactement. Chine. La Chine, là, à l'heure actuelle, elle est responsable de 27% des émissions de CO2. Rien que si elle arrivait à réduire de la moitié, on peut imaginer l'impact que ça aurait sur l'atmosphère, sur l'environnement. Le gouvernement chinois a pris des engagements très fermes quand même pour réduire ses émissions et arriver à la neutralité carbone d'ici 2030, je crois. Oui, il a fixé 2 objectifs qu'on appelle le 30-60. Donc 30-60, avant 2030, donc c'est très bientôt, Ouais. Atteindre le pic des émissions de CO2, C'est ça. de stabiliser, voire l'inverser, et avant 2060, atteindre la neutralité carbone. Ouais. Et qu'est-ce qui a été à l'origine de la prise de conscience? On le sait peu ici, tu racontes les événements de l'Airpocalypse, justement. Je ne sais pas si tout le monde est au fait de l'air. Qu'est-ce que c'est que l'Airpocalypse? Alors la crise de l'Airpocalypse est arrivée en janvier 2013, et c'est quand un nuage très toxique s'est abattu sur tout le nord du pays, et notamment la capitale. Voilà, et on ne voyait pas à 2 mètres, c'est-à-dire c'était effrayant, les gens se ruaient dans les hôpitaux, les aéroports ont été fermés, les autoroutes, les entreprises, les écoles. Donc il y a vraiment eu un moment de panique et une prise de conscience, mais un moment de panique et une prise de conscience aussi des responsables politiques du pays qui vivent et qui ont dû affronter ce brouillard toxique. Et effectivement, de là... je crois qu'il y a un avant et un après. Et l'Airpocalypse, ce terme est vraiment venu des médias chinois. En disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on savait que la pollution était importante. Et là, vraiment, c'était un trop-plein. Et voilà, ça s'est abattu sur tout le nord du pays. Et puis avec des répercussions, tu dis qu'il y a beaucoup d'enfants très petits qui ont de l'asthme, qui vivent sous respirateur. Dans le pays à l'enfant unique, j'imagine que c'est un stress et une anxiété pour les parents, donc pour tout le monde. C'est un drame, et puis cette pollution atmosphérique était très visible. Et puis quand on vit en Chine, on pense aussi à une pollution moins visible qui est la pollution alimentaire, la pollution de l'eau. Exactement. Et donc c'est très anxiogène dans le quotidien. Et puis voilà, c'est une vraie inquiétude et une colère. Et donc, à cette période de l'Airpocalypse, on avait jusqu'à 500 manifestations par jour de la population qui demandait des comptes aux entreprises polluantes et qui exprimait sa colère contre le laxisme des autorités locales. Et donc voilà, et c'est comme ça que... Le gouvernement laissait faire les manifestations et plutôt aller dans leur sens. Tu expliques qu'ils ont plutôt allé dans leur sens. En fait, c'était... Un manque de choix. Cette Airpocalypse était tellement incontrôlable que là, effectivement, il y a vraiment eu comme un réveil. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, le Premier ministre Li Keqiang faisait un discours où il déclarait la guerre à la pollution en disant que c'était intenable et que énormément d'informations sur les pollutions, sur l'existence des villages de cancer, sur la pollution du sol. Tu peux expliquer les villages de cancer en fait? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la pollution atmosphérique, on parle beaucoup moins de la pollution des eaux, on parle beaucoup moins de la pollution des sols. Mais c'est vrai que l'usage des pesticides, il faut quand même nourrir cette population, donc l'usage des engrais, des pesticides, comme partout ailleurs d'ailleurs. Oui, et puis l'industrie. Et l'industrie. Voilà, l'industrie, notamment la mode. La mode. Comme tu le sais, produisait énormément en Chine, et donc il y avait une phrase un peu cinglante des environnementalistes chinois qui disait « Si vous voulez connaître les tendances
de l'Occident regardaient la couleur de nos rivières. Donc effectivement, qui déversaient, et donc ça a créé ce qu'on appelle les villages de cancer, puisque les villages qui étaient à proximité de ces rivières étaient intoxiqués, et donc ça créait des chiffres dramatiques de gens qui étaient atteints de cancer. Et donc là, le gouvernement a reconnu cette existence, a donné les chiffres sur les... Il y a eu une certaine transparence quand même. Ce qui était avant des secrets d'État, et bien là, ça a été vraiment en toute transparence. D'accord. Donc depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, on a basculé dans une prise de conscience globale et l'idée qu'il faut à la fois améliorer et se tourner vers des solutions dans tous les domaines en fait de l'écologie, pas simplement le sujet de l'air. C'est ça, tous les domaines de l'économie, c'est-à-dire tout a été pris en compte en 360 degrés, et on sait que les Chinois ils savent vraiment expérimenter de manière globale, et donc là on le voit déjà sur la pollution de l'air. Les villes chinoises ne sont plus dans le classement des villes les plus polluées du monde, ce sont maintenant des villes indiennes, et il y a énormément de ciel bleu. Alors tout n'est pas merveilleux, on ne va pas dire qu'il n'y a plus de pollution en Chine et qu'il n'y a pas de conséquences du réchauffement climatique en Chine. Mais vraiment, il y a énormément d'avancées, et donc ça va dans le bon sens. Et puis je crois que le gouvernement chinois a très bien compris que ça pouvait pérenniser sa croissance, ce qui est très importante, ou alors la mettre sur arrêt. Parce que c'est encore, même si la Chine se veut être le laboratoire du monde, elle est encore pour partie de l'usine du monde. Elle est l'usine du monde, justement, on va venir. Comment est-ce que la Chine a basculé dans ce qu'on appelle l'idée de devenir une civilisation écologique ? Parce que c'est le grand claim du gouvernement. Oui. Et comment aller passer d'un modèle économique, justement, design in China, à, tu en parles, plutôt made in China à design in China. Oui. Justement, c'est-à-dire que tous les efforts portent sur la valeur ajoutée, la R&D et les technologies, plutôt que sur le manufacturé bas de gamme. Oui, la Chine, au fur et à mesure où ses classes moyennes se développent, au fur et à mesure où sa croissance se développe, ne veut plus être que l'usine du monde. Et donc, elle a décidé de énormément investir en recherche et développement, énormément pousser les innovations pour devenir une nation qui soit entreprenante, qui soit à la pointe, ce qu'elle réussit d'ailleurs très bien sur l'intelligence artificielle. Oui. Et du coup, pour avoir une production qui soit moins carbonée. C'est-à-dire que là, par exemple, sur ces dernières années, l'industrie a baissé de 10 points, et ce sont les services qui se sont développés. Et du coup, ça va vraiment dans le sens de cette transition verte qui fait que la Chine, maintenant, va proposer beaucoup plus de services et alléger cette production très lourde et très polluante. Est-ce que tu peux donner des exemples, par exemple, dans ton livre très dense sur les énergies ? Il y a toutes les énergies renouvelables, tu les balayes les unes après les autres, soleil, éolien, nucléaire. Est-ce que tu peux donner quelques exemples justement de... Oui, pour enfin quelques chiffres, sans vouloir trop noyer les auditeurs, mais la Chine est aujourd'hui le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'il veut vraiment faire baisser le charbon, qui est la grosse problématique de la Chine, qui pour l'instant est à 60-65% dans son mix énergétique. Donc là maintenant, ils ont investi massivement dans le solaire, c'est-à-dire que c'est 70% de la production solaire dans le monde. Ils sont numéro 1 en éolien, ils sont numéro 1 en hydraulique. Et pour le nucléaire, ils veulent rattraper leur retard, c'est-à-dire qu'à date d'aujourd'hui, 5% de l'électricité chinoise dépend du nucléaire. En France, c'est 70%. Et donc là, ils ont prévu de construire 6 à 8 centrales nucléaires par an jusqu'en 2030. Alors là, ça fait toujours peur. C'est massif, oui, c'est massif. Ça fait toujours peur, mais il faut savoir que la Chine a moins de centrales nucléaires que la France. Aujourd'hui, c'est un pays continent avec 1,4 milliard d'habitants. Et qui s'appuie essentiellement sur le charbon encore. Et qui était principalement, majoritairement appuyé sur le charbon, qui est une ressource qui est dans les sols chinois et qui est beaucoup moins chère. Bien sûr. Donc et voilà, la main-d'œuvre pour l'extraire. Voilà, et donc là, on voit un petit peu ce virage aussi sur les énergies. Ce qui m'a interpellée, c'est la manière dont tu expliques, en fait, la manière dont le gouvernement chinois veut aller extrêmement vite. Donc, en fait, test and learn des solutions vraiment à très grande vitesse, quitte à se tromper un peu, c'est en mode start-up, les implémente de manière massive et parfois fait un petit peu un pas en arrière parce que c'était pas exactement ça. Oui. Tu peux donner un exemple sur les barrages, par exemple sur les barrages, ça c'est un grand débat des environnementaux, des environnementalistes, parce que
c'est très remis en question, ça fait aussi des dégâts. Donc l'hydraulique, oui, c'est bien, c'est une ressource qui n'est pas du tout carbonée. Mais par contre, par rapport à la biodiversité, par rapport aux villages existants, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on est passé de 22 barrages sous l'ère Mao à 22 000 aujourd'hui. C'est ça, c'est fou, 22 000 barrages. C'est ça, donc ça va en fait. C'est vrai que quand on donne les chiffres sur la Chine, c'est toujours très impressionnant parce que c'est aussi l'effet du nombre. Oui, et en même temps, c'est vrai que c'est l'effet du nombre, mais on se dit, est-ce que ça vaut... Enfin, ça donne la conclusion qu'il faut évidemment aller vers le changement, mais on peut pas se hâter de changer, parce qu'il y a des conséquences à chaque fois, il y a des écosystèmes, il y a des gens qui vivent autour. Donc ça, c'était très frappant dans ton livre, je trouve, justement la manière dont tu analyses... par rapport à la pollution, il y avait vraiment une urgence. Donc par rapport à la pollution atmosphérique des eaux et du sol, c'était vraiment devenu urgent d'arriver à mettre en place des solutions de manière assez rapide. D'ailleurs, rien qu'à Pékin, qui est entouré par la province du Hebei, donc une des provinces les plus polluées, ils ont fermé pendant 5 ans 800 usines par an, tous les ans. Donc là, et à Pékin, on a commencé vraiment à voir les effets positifs de retrouver le ciel bleu, ce qui n'était plus le cas pendant des années. Et tu montres aussi comment le réchauffement climatique se fait de plus en plus sentir, en particulier le désert de Gobi qui prend de plus en plus de place, les vents de sable, et que j'ai l'impression que beaucoup de citoyens chinois se sont concernés par la reforestation. Et en particulier, il y a une app qui s'est développée, tu parles d'une app... Ant Forest, oui, la forêt des fourmis. Oui, comment ça fonctionne ? En fait, c'est une application qui va promouvoir des éco-gestes pour chaque habitant, pour chaque citoyen, qui soit moins carboné. C'est-à-dire qu'il y a 16 éco-gestes à mettre en place, c'est-à-dire réduire sa consommation de viande, privilégier le vélo partagé plutôt que la voiture, acheter local, de saison, etc. Donc, ils sont identifiés. Et au fur et à mesure où la personne qui participe à cette application le fait, un arbre pousse virtuellement. D'accord. Et quand l'arbre est suffisamment arrosé par les bons gestes de la personne qui a cette application, Alipay, qui est le bras armé d'Alibaba, le gros... cette entreprise très importante, le Amazon chinois, s'engage à planter réellement les arbres. Et elle en a planté aujourd'hui 122 millions. Et les 2/5 de la population chinoise ont participé à cette application. Donc, ils ont vraiment été sensibilisés en disant, là, on peut vraiment aider au niveau de l'environnement. Et cette application a été récompensée par l'ONU Environnement. D'accord. C'est très pédagogique, en fait. C'est assez pédagogique. C'est comment on arrive à mieux comprendre... comment on peut participer chacun à son endroit au changement. Et est-ce que tu peux nous raconter aussi comment la ville a changé, la mutation de la ville vers une ville plus verte, plus tournée vers la nature, et ce retour massif du vélo ? J'ai découvert. Oui, absolument. Parce qu'on a le cliché que la Chine a toujours été le pays du vélo, ce qui n'est pas vrai. Non, moi, en 2005, à Pékin, on ne voyait pas de vélo. C'est-à-dire qu'il y avait les pistes à vélo, mais le vélo avait disparu. Il y avait quelques vélos électriques, mais c'était vraiment... la voiture avait pris toute la place. Et là, c'est juste incroyable parce qu'il y a eu un boom du vélo partagé qui est lancé par des petites start-up de jeunes entrepreneurs. Et ça a été un très grand succès. Et ça a permis de décongestionner les villes. Et effectivement, le rôle de la voiture dans les pollutions des villes chinoises est très important. Et donc là, il y avait vraiment un moyen de se déplacer de manière beaucoup plus simple. Pas sans problème, tu parles aussi des poubelles de vélo, des cimetières à vélo. Ouais. Mais oui, parce que ces startups se sont démultipliées sur une période très courte, et donc les gens, en fait, ces vélos ont été produits de manière rapide, sans y mettre la qualité, donc ils étaient rapidement abîmés, et puis du coup, il y avait des décharges à vélo, ce qu'on a appelé les cimetières à vélo. Il y a un artiste chinois d'ailleurs qui en a fait des photos assez incroyables, et ça a été rapidement pris en main par les officiels chinois qui ont mis des règles. Et moi, je me souviens, quand je me sers du vélo, si je ne le gare pas dans des endroits réservés pour les vélos, j'ai une alarme sur mon téléphone qui me dit que je dois déplacer mon vélo pour bien le garer. Et si je ne le fais pas, au bout de 3 fois, je n'ai plus d'abonnement. C'est ça. Bloc, ouais. Et là, avec cet engouement, les villes commencent à se mettre à construire des autoroutes à vélo. D'accord.
au niveau des villes. Et donc, voilà, vous avez une autoroute de 10 km à Pékin, une à Shanghai qui va s'étendre jusqu'à 50. Et vous avez même Chengdu, là, qui est en train de construire cette autoroute qui fait 100 km de long sur le modèle danois. Donc, vraiment, on essaie vraiment de faciliter l'usage d'une mobilité plus douce. Et maintenant, j'ai vu récemment des rapports qui font que les villes chinoises veulent aussi laisser de la place aux piétons. D'accord. C'est-à-dire que, voilà... On considère le piéton. Maintenant, on va considérer le piéton, on considère le vélo, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que l'usage soit vraiment facilité. Et tout ça va dans le bon sens de villes plus résilientes qui deviennent plus agréables. Donc, il y a énormément... Plus vertes aussi, mieux aménagées différemment, en fait. Alors, différemment, elles sont là, elles existent. Oui, parce qu'elles sont tentaculaires, les villes c'est des mégapoles. Pékin, 22 millions d'habitants, quand on compare à Paris. On a du mal à imaginer, mais elles étaient assez peu vertes, d'une manière générale, il y a une dizaine d'années. C'est ça. Et donc, maintenant, il y a une obligation de reboiser, de remettre des jardins dans les villes, et vraiment d'arriver sur une autre consommation, entre guillemets, de la ville. D'accord. Avec des gens qui, du coup, sont plus tournés vers l'extérieur, reconnectent avec la nature ou pas nécessairement ? Il y a un vrai besoin, comme ici, en fait. Il y a vraiment, maintenant, tous les loisirs qui se passent dans la nature ont vraiment explosé en Chine. Donc, d'aller camper, d'aller faire des randonnées, de l'escalade, etc., c'est des choses qui n'étaient pas très peu pratiqué, et vraiment, en tout cas par les citadins. Et là, ça s'est vraiment développé. Tu peux donner des exemples de start-up ou d'entreprises qui ont développé des technologies innovantes ? Tu parles de la maison de l'immeuble construit en 3D, par exemple, ou du papier de pierre. Oui, alors sur la maison en 3D, c'est une entreprise de Shanghai et qui a donc inventé cette imprimante géante qui permet de construire 10 maisons en 24 heures. Ce qui est intéressant, c'est... Géante, c'est... En dimension, ça fait... Oui, alors je le mets dans le livre, je m'en souviens plus trop, mais je crois que c'est 10 mètres de long. D'accord. Au niveau c'est pas un stade. Non, quand même pas. Au départ, c'était des maisons, des modules de maisons assez petites, et puis après, ils ont fait aussi des ponts, des immeubles. Donc, c'est vraiment une technologie qui s'est énormément développée, qu'ils ont exportée. D'ailleurs, ils ont construit le musée du futur à Dubaï. D'accord. En imprimante 3D. Mais ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'il y a beaucoup moins de matières premières et surtout, d'ailleurs, ils ne prennent pas des matières premières, ils vont prendre des matières secondaires, c'est-à-dire des matériaux qui existaient déjà dans des déchets, des déchets de chantier, etc., pour le recycler. Donc, il n'y a pas d'extraction de la terre, donc l'impact est vraiment beaucoup moins important. Et puis, il y a aussi un aspect sociétal, puisque la construction coûte beaucoup moins cher que la construction traditionnelle. D'accord. Et comme les populations continuent à arriver vers les villes, il faut bien loger tout le monde, j'imagine. C'est ça. Encore qu'il y a déjà des signaux faibles, comme on les appelle, de jeunes urbains qui retournent vivre dans les campagnes. Donc, comme chez nous. C'est ça, exactement. D'accord. Avec le même désir, en fait, d'avoir une vie peut-être plus saine, plus... Voilà, pas seulement axé sur le matérialiste, et qui fait un rythme beaucoup plus agréable, plus sensé, et non pas être dans cette... course effrénée. Et ce papier de pierre, alors, c'est quoi ? alors ça, c'est une innovation. Alors, on quitte le continent chinois, c'est à Taïwan. C'est à Taïwan, oui. Parce que tu parcours vraiment tout le... La Grande Chine, ce qu'on appelle la Grande Chine, Taïwan, Hong Kong et le continent chinois. Et donc, cette entreprise qui a mis 10 ans de recherche et innovation pour effectivement fabriquer du papier de pierre. Donc là, Parce que le papier de bois, pâte de bois, est une ressource qui devient rare. Elle ne devient pas rare, mais en tout cas, elle est très impactante parce qu'il faut vraiment faire attention sur comment maintenant l'usage du bois, la déforestation. Donc, on sait que c'est un vrai sujet par rapport au réchauffement climatique. Et donc, voilà, elle s'est dit qu'il fallait trouver une innovation. C'est une femme. Alors non, ce sont un père et un fils. D'accord. Ce sont Henri Liang. Et donc, après 10 ans, ils ont réussi à faire cette pâte avec, pareil, de la pierre. Voilà, de la poudre de pierre. Donc, c'est minéral à 80%, 90%. C'est un papier... alors, la filière qui est souple. Qui est souple, qui est dense, qui est très doux, recyclable, qui ne craint pas l'eau. Donc, évidemment, c'est un peu plus dense. Hein, on sent la densité par rapport au papier fait avec... des arbres, mais c'est juste incroyable de se dire que voilà, il n'y a pas de limite à l'innovation quand on peut être dans une phase de transition
Donc je ne dis pas que pour arriver à lutter contre le réchauffement climatique, il faut aller uniquement dans l'innovation, mais en tout cas, celle-ci est assez impressionnante et assez inspirante. Oui, elle a retenu mon attention. Ouais. Et comme tu dis, il n'y a pas que les innovations, je pense que pour aller vite, tu montres très bien aussi que le gouvernement chinois déploie toute une panoplie d'instruments un peu coercitifs vis-à-vis des grandes entreprises, justement. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, parce qu'il y a toujours un peu le revers de la médaille En fait, quand on est une entreprise en Chine, et encore plus quand on est une entreprise qui réussit, il y a une forme d'obligation de participer à cette transition. Donc, toute entreprise doit pousser l'innovation, notamment pour que ça devienne une solution. Donc, il y a de toute façon des entreprises qui développent des solutions déjà liées à la protection de l'environnement, parce que sur la production des panneaux solaires, on a cette grande entreprise multinationale qui s'appelle Rhenergy, qui fabrique des cellules solaires fines et souples et qui s'est mis à développer 4 modèles de voitures solaires. C'est-à-dire avec ces cellules sur les capots avant, arrière, sur le toit et qui peuvent même se déployer comme une station orbitale. Ça doit être très marrant à voir. Voilà. Et qui recharge en 6 heures d'ensoleillement, elle peut avoir une autonomie de 80 km. Oui, quand même. Donc, c'est pas négligeable. Donc, ça permet de se déplacer. C'est-à-dire qu'elle va produire une solution. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle était plutôt dans le B2B, donc vraiment dans la grande industrie. Et elle va se servir de son innovation pour que ça puisse servir aux citoyens. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à mettre ses cellules solaires sur les vêtements pour aller marcher. Donc, on peut recharger son téléphone, sur les tentes quand vous allez camper, sur les gourdes. Oui, il n'y a plus de limite, là, après. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment la liste à l'après-vert. Et même dans le panier du vélo électrique, il y a le panneau solaire qui permet de recharger archi-miniaturisé, du coup. C'est ça. Donc, ils l'ont déployé pour aller jusque dans la société civile et que ça puisse être utile, que cette innovation soit utile aux consommateurs. D'accord. Et ça, c'est après, il y a une adoption massive, les changements sont adoptés massivement par la population, ou c'est, comme chez nous, une frange très avertie de la population, assez éduquée? Tu penses que ça irrigue plus la population chinoise, qu'elle est plus consciente Ça dépend les mesures et ça dépend de quel secteur on parle. Le secteur de la mode, oui, c'est un peu les bobos chinois, les classes moyennes supérieures qui vont commencer à s'intéresser à ces marques durables, qui sont dans l'éco-conception, qui sont dans le recyclage. Et voilà, donc là, évidemment, après, il faut les moyens de pouvoir se vêtir avec ces marques. L'offre n'est pas encore très développée. Enfin, je pense quand on regarde l'Europe et puis la Chine, je pense qu'on est dans les mêmes rapports. C'est-à-dire que maintenant, il y a énormément de marques de mode durable, mais la fast fashion est encore très présente, donc on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que on peut maintenant s'habiller sans problème avec des marques responsables. Je vais te poser une question un peu touchy. Est-ce que c'est un avantage, selon toi, d'avoir un régime autoritaire pour accélérer le changement ? Alors, c'est de notre point de vue occidental, oui. Oui. Si on demandait à un Chinois de dire est-ce que c'est un avantage, je pense qu'il froncerait des sourcils. Nous, comme on le regarde, on se dit oui, ils vont vite quand ils décident. C'est imposé. Donc là, ça peut permettre d'accélérer énormément le changement. C'est perturbant, mais ça peut fonctionner. Les Chinois sont habitués, hein. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler, puisqu'on en est dans la face noire de la Chine, du crédit social, est-ce que tu peux expliquer, c'est quelque chose qui est encore très mal compris, très peu connu, est-ce que c'est vraiment aussi dystopique qu'on imagine, ou est-ce que c'est un avantage? Alors c'est très orwellien, hein, donc c'est vraiment comment on essaie de, sous prétexte de responsabiliser les citoyens chinois à respecter les règles, à ce qu'il y ait moins de corruption, à ce qu'il y ait moins de manque de respect des règles, le gouvernement a mis en place un crédit social, c'est-à-dire que tout citoyen a des points attribués et quand vous vous comportez bien, vous gagnez des points. C'est-à-dire que si vous allez participer à nettoyer l'environnement, planter des arbres, nettoyer la ville. Là vous gagnez des points. Mais si vous traversez mal ou si vous ne respectez pas les gens, vous triez mal vos déchets. Là vous perdez des points et au fur et à mesure où vous perdez des points, vous ne
vous êtes vraiment sanctionné. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus faire d'emprunt à la banque, vous ne pouvez plus prendre les transports rapides, c'est-à-dire la Chine est un grand pays, mais vous ne pouvez plus prendre de TGV ni l'avion. Et oui, donc ça a vraiment des conséquences graves. Ça a vraiment des conséquences, et vous êtes même un peu dénoncé, Ouais, et au banc de la société, voilà, en disant, voilà, vous n'êtes pas un bon citoyen, donc ça peut vraiment avoir... Oui, ça va loin. Il y a encore un côté arbitral, parce qu'il faut savoir que les officiels chinois locaux peuvent aussi, eux, donner et enlever des points. Donc c'est finalement... Il y a des recours juridiques si on se trouve un peu déclassé de la société? Alors, non, il faut juste être un bon citoyen, c'est-à-dire on peut rattraper ses points. On peut rattraper ses points, et notamment, voilà, sur le tri des déchets, maintenant, il y a beaucoup de villes qui sont en objectif zéro déchet, comme l'a fait San Francisco, et donc doivent participer quand ils trient bien et qu'ils participent à éduquer la population pour ce tri. Là, effectivement, ils peuvent regagner des points. Donc, ça peut être mis au service de règles environnementales. Mais voilà, c'est vraiment la surveillance digitale à tout va. Enfin, c'est très contestable. Tu en as un petit peu parlé. Comment tu as observé l'éveil de la conscience de la consommation responsable? Il y a la prise de conscience des phénomènes climatiques et autres. Et ensuite, l'éveil de la conscience. Comment est-ce que les gens, petit à petit... changent leur mode de consommation, justement, à la fois alimentaire, à la fois dans la mode, à la fois... parce qu'ils sont comme nous, en fait. Ils voient les effets. Parfois, ils sont vraiment confrontés dans leur quotidien et dans leur chair. Donc, pour eux, c'est une évidence. Et puis, l'information, elle passe... ils ont aussi l'information sur les dangers qui nous attendent ou qu'attendent les jeunes générations si le réchauffement climatique continue. Mais nous, de ce qu'on voit ici, c'est toujours les grands-messes, la journée des célibataires avec ses ventres-corps, etc. Et quand tu observes de l'extérieur, tu te dis que tu n'as pas vraiment de changement. Le record de vente est battu d'année en année. Alors qu'en fait, toi, tu observes en fond un changement. Ah oui, moi c'est incroyable. On le voit je vais juste donner l'exemple d'une amie chinoise qui est à Pékin, qui a créé une entreprise qui s'appelle Veg Planet, qui justement vient sensibiliser la population à consommer moins de viande, à devenir flexitarien, voire végétarien, voire vegan. Et donc elle va former les chefs des restaurants. Et elle organise des événements qui s'appellent les pop-up, les dîners ou les déjeuners pop-up, c'est-à-dire, c'est événementiel et les gens viennent découvrir ce que représente tout un repas vegan. Et une fois que l'événement a lieu, le chef s'engage à mettre un menu vegan et végétarien dans la carte de son restaurant. Eh bien, cette jeune femme très entrepreneur a plus de 100 millions de vues en 4 ans. Donc elle partage des recettes, etc. Donc c'est juste colossal. Donc on voit bien à quel point... alors évidemment, c'était marrant, je lui demandais quelle était son audience. Alors pour 3/4, c'est féminin, ce sont des femmes, et beaucoup entre 25 et 35 ans. Donc pas que, elle n'a pas que des gens végétariens qui suivent ce qu'elle fait. Ici comme là, ça commence par les femmes, le changement. En tout cas, par rapport à ce sujet-là, c'est vrai qu'elle a vraiment une audience très féminine, mais c'est intéressant de voir à quel point elle a écrit 6 bouquins sur le sujet, ils ont tous été des best-sellers. Mais contrairement à ce qu'on croit, en fait, la Chine, globalement, consomme énormément de viande bovine, qui donc participe au réchauffement climatique. Mais le porc, bien sûr. Les Chinois, individuellement, ne sont pas les plus gros consommateurs au monde, loin de là, derrière les Américains, les Australiens. Oui, c'est très récent que le régime carné en Chine, parce que d'abord, la Chine, la population était pauvre. Donc c'est avec l'émergence des classes moyennes assez récemment que le Chinois s'est mis, en tout cas le citadin, s'est mis à consommer de la viande au quotidien. Donc là, aujourd'hui... Par imitation, en fait, d'ailleurs, de nos modes de vie à nous, en fait, au départ, dans les années 80, la viande de bœuf, c'était la viande du millionnaire. C'est-à-dire, donc, quand on commence à avoir un niveau de vie beaucoup plus élevé, on a envie d'accéder à quelque chose qui nous était interdit. Donc, ça va aussi le sens de l'histoire quand un pays se développe. On l'a vu dans plein d'autres pays. Donc, c'est vrai que cette tendance, elle est la même en Chine. Et c'est vrai que là, il y a aujourd'hui la consommation de viande par habitant et par année en Chine est de l'ordre de 50-55 kilos. C'est le double aux États-Unis. C'est 85 kilos en France. Donc on voit bien
à quel point l'impact que ça pourrait faire si un Chinois augmente juste un tout petit peu sa consommation de viande, avec le nombre qu'il y a en Chine, ça pourrait vraiment être très impactant par rapport à l'environnement. Donc c'est plutôt vertueux qu'il y ait des campagnes, parce qu'il y a des campagnes de sensibilisation pour appeler les Chinois à consommer moins de viande. Et il y a eu aussi une campagne avec des objectifs qui ne sont pas encore très arrêtés, mais qui voulaient baisser de 50% la consommation de viande en Chine d'ici 2030. Oui, tu parles d'ailleurs des initiatives qui sont prises par le gouvernement et par l'État pour inciter les Chinois à moins consommer de protéines animales. Ouais. Et en particulier, une initiative du gouvernement qui m'a amusée, le bouillon de poulet. Alors ça, c'est sur le développement personnel, c'est-à-dire c'est des livres de développement personnel. Mais finissez vos plats peut-être. Finissez vos plats, finissez vos assiettes. Oui, exactement. Donc c'est une initiative qui avait été lancée en 2013, qui a été reprise de manière assez ferme par le président Xi Jinping en 2020. Et donc toute une campagne a été lancée dans le pays vis-à-vis des restaurants pour dire maintenant, on ne veut plus de gaspillage alimentaire dans les restaurants. Donc avant, en Chine, l'usage, c'était vraiment de montrer que c'était très respectueux de laisser dans l'assiette. C'est-à-dire de dire, voilà, on n'avait pas terminé. Donc, c'était bien organisé. Et même l'usage... pas suffisamment, en fait. Si on était 8 à table, on commandait au moins 8 plus 1 plat. D'accord. C'était 8 plus 1 plus 2 plus 3. Maintenant, les règles dictées, c'est 8 moins 1. Et on a demandé au restaurateur de mettre moins de portions dans l'assiette. Et on estime que... On réduit le gaspillage alimentaire, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment lutter contre le gaspillage alimentaire, parce qu'on estime que le gaspillage alimentaire des villes chinoises aujourd'hui pourrait nourrir le voisin, la Corée du Sud, pour une année. Donc on voit bien toujours, en fait... oui, c'est ça. L'effet d'échelle à chaque fois. C'est ça, l'effet d'échelle. Ouais. Et tu parlais de documentaires aussi, parce qu'il y a énormément de documentaires. Enfin, sur tous ces sujets, en fait, tu cites pas mal de documentaires. What's for Dinner, qui fait appel à des stars américaines. Alors ça m'a vraiment sidérée. Est-ce que tu peux raconter ce documentaire ? En fait, c'est des films qui ont été mis en place pour sensibiliser justement aussi sur la réduction de viande. Et c'est James Cameron, le réalisateur du titre. Donc des Américains qui viennent expliquer aux Chinois, en gros. Non, c'est de la collaboration. D'accord. C'est-à-dire que c'est une ONG Wild Aid D'accord. qui fait un travail formidable dans beaucoup de pays et notamment en Chine sur sensibiliser pour la protection de la faune et de la flore. Et donc Arnold Schwarzenegger, tous les deux ont participé à cette campagne et d'autres célébrités chinoises pour dire il faut consommer moins de viande. Et en fait, l'initiative venait vraiment d'une organisation chinoise et James Cameron et Arnold Schwarzenegger étaient tellement stupéfaits par l'efficacité de cette campagne en se disant on va faire la même chose pour la Californie. Exactement. Donc pour une fois, c'était, ils le disent d'ailleurs dans les interviews en disant, on est inspiré par des initiatives chinoises pour les reproduire dans notre pays. Comme quoi. Il peut y avoir vraiment une balance. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tous ces produits de substitution qui sont développés, que ce soit pour donc la viande végétale, les viandes issues de cultures cellulaires, les insectes, etc. Alors, il a aussi, j'ai l'impression qu'il y a une concurrence entre les États-Unis et la Chine, à savoir celui qui va développer plus vite le plus d'initiatives. En fait, les gros enjeux Alors, la viande végétale est en train d'exploser en Chine, comme dans... Des nouveaux marchés, c'est des gros enjeux. Voilà, c'est des nouveaux marchés, c'est une croissance à 2 chiffres. Et donc, les gros acteurs américains, Impossible Food, ont commencé à s'installer en Chine. Alors, il y avait quand même une tradition bouddhiste, puisque les bouddhistes ne consomment pas de viande. Donc, il y avait quand même déjà beaucoup d'offres de viande végétale depuis la nuit des temps en Chine. Soja, voilà. Mais là, ça s'est vraiment accéléré. Avec cette même approche qu'on a en Occident, c'est-à-dire de retrouver la même texture, les mêmes saveurs, les mêmes odeurs, pour qu'on ait l'impression de manger un hamburger avec du bœuf. Sauf que j'ai découvert dans ton livre que finalement, la structure burger n'est pas forcément la plus utile en Chine, qui fait beaucoup bouillir la viande. Alors, donc il y a une difficulté à la vapeur, ou à la vapeur. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça que les grands acteurs chinois se sont également mis à produire cette viande végétale en gardant tous les aspects culturels du pays. C'est-à-dire que c'est plus du porc plutôt que du bœuf. C'est local à chaque fois. Et c'est pas vraiment, c'est pas frit, parce que ça dépend des régions. Il y a aussi des régions de Chine où ils aiment la nourriture frite, mais là, c'est vraiment respecter un peu la tradition. Et l'art culinaire chinois. Voilà, c'est ça. Et donc, comment cette viande végétale va être
va être cuisiné, mais en respectant les préceptes de la cuisine chinoise, à la vapeur, etc. Donc maintenant, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs en Chine qui sont développés sur ce marché. Ce qui fait que le leader américain Beyond Meat a des produits qui ne sont pas forcément complètement adaptés pour ce marché-là, en fait. Ça marche, hein, ça fonctionne, mais eux-mêmes s'adaptent très vite. Mais c'est vrai qu'il y a des gros acteurs chinois qui se sont très vite adaptés. Oui, et tu parles de cette culture de la nourriture à base d'insectes aussi, qui est millénaire dans les pays asiatiques. Bon, moi, j'en ai goûté, je trouve ça délicieux. Franchement, je vois pas trop la différence entre manger des grillons ou manger des crevettes. Mais est-ce que c'est culturel, c'est-à-dire culturel, que pour eux, ça fait partie de leur culture, c'est des choses qu'ils ont toujours faites, etc. Après, pour des Occidentaux, je comprends que de voir des brochettes de scorpions ou de... Mais là, en fait, ils l'utilisent aussi comme structure pour créer de nouveaux... Oui, et puis des protéines, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de maintenir cette habitude culinaire sans que ça puisse, de toute façon, se substituer à la viande, parce que sinon, il faudra des milliards d'insectes, et donc on retournerait dans une hérésie productive. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu l'ONU Environnement qui était intervenu en disant aux pays asiatiques, maintenez cette habitude culinaire, parce que ça fait partie des choses qui vont dans le bon sens, qui permettent de ne pas aller trop sur la consommation de viande, qui est une industrie très polluante. Tu parles pas mal de la question du tri des déchets. J'ai l'impression que la Chine est assez exemplaire. Certaines villes, en tout cas, sont assez exemplaires. Tu parlais tout à l'heure de la ville sans déchets. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, justement, du tri, de leurs bonnes pratiques Alors, qu'est-ce qu'on peut transposer ? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que la Chine, en 2018, a fermé ses frontières aux déchets occidentaux. Donc ça, c'était un vrai choc pour l'industrie, notamment occidentale, qui envoyait tout en Asie. Et maintenant, la Chine a fermé en disant on ne veut plus, on a déjà suffisamment de déchets, et ça allait dans le sens de la protection de son environnement, en disant voilà, on ferme nos frontières aux déchets plastiques, etc. Il y a beaucoup de pays d'Asie, du Sud-Est, qui ont fait la même chose, qui ont imité la Chine, le Vietnam, etc. Moi, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut arrêter de générer autant de déchets et qu'il faut vraiment regarder comment on produit et on consomme. C'est-à-dire, on ne peut pas continuellement aller dire il faut recycler et trier de manière... Il faut aussi en produire beaucoup moins. Donc, c'est-à-dire, il faut repenser un peu notre modèle de consommation alimentaire. Oui, et avoir moins à recycler en bout de chaîne, en fait. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler aussi de la naissance de l'économie collaborative ? Bon, il y a quelques anecdotes assez sympas dans le livre que vous découvrirez. Mais pour finir sur une touche un peu joyeuse, est-ce que tu veux parler de ces stations de parapluie ? C'est-à-dire que l'économie collaborative, elle a explosé en Chine. On l'a vu tout à l'heure avec les vélos partagés, mais c'est vrai avec Didi Chuxing, qui est le Uber chinois. Donc maintenant, c'est 30 millions de trajets par jour. Donc c'est vraiment comment elle s'est appropriée ces nouveaux usages. Et ils ont été très loin dans la déclinaison. Tous partagent c'est-à-dire, voilà, les parapluies qui étaient mis sur des stations à l'extérieur des entreprises. Si jamais on avait oublié son parapluie, pour 15 centimes, on met le QR code et hop, on prend un parapluie. C'est tout bête, c'est très sympa. Voilà, ils ont mis aussi des casiers avec des ballons de basket dans les universités et qu'on pouvait utiliser pareil avec un QR code. On paye une demi-heure, une heure d'usage de ce ballon et puis après on le remet en place. On peut même se payer un escort boy. Tout le monde te pose la question, c'est ça ? Non, pas du tout. L'anecdote du livre. Non, je crois que c'est la première fois qu'on me la pose, mais oui, je l'ai mise parce que c'est drôle. C'était drôle. Oui. Mais en fait, voilà, c'est un centre commercial qui a voulu faire du Z et qui propose des jeunes hommes que les femmes qui veulent faire leurs courses, elles vont utiliser du temps de ces jeunes hommes. Et à la fois, on peut comprendre, ça c'est aussi une approche culturelle, c'est-à-dire que les femmes chinoises ou les asiatiques peuvent parfois douter de leur goût, etc. Et donc elles vont avoir... d'accord, c'est pour obtenir un regard masculin. C'est ça, c'est pour avoir le regard masculin, sur la manière dont elle va, sur ce qu'elle va pour consommer. porter les sacs. Alors, bien sûr, ils portent les sacs. De sécurité. Mais c'était pas du tout dans cet aspect-là. C'était au contraire comment je peux avoir
si j'ai pas de petit ami ou d'amis masculin qui est disponible, et ben voilà, je vais. Et c'est des étudiants c'est des jobs d'appoint, comme on dit, pour gagner un peu d'argent. Ouais, c'est marrant. Oui, c'est très marrant. Ma dernière question pour conclure. Comment est-ce que tu vois cette Chine qui se rêve en croissance perpétuelle, et c'est pas parce qu'elle a pris un tour d'envers que ça va cesser, et en même temps championne du vert. Donc comment est-ce que tu les vois résoudre ce dilemme ? C'est le paradoxe dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup d'engagement d'entreprises, d'engagement de pays, de gouvernements sur... on entend l'urgence, on met des choses en place, mais par contre, on continue à rester sur un modèle de croissance infinie. Donc, je crois que ce paradoxe, il existe en Chine, mais il existe dans beaucoup de pays. Donc, c'est vraiment comment on arrive à peut-être repenser la manière de vivre, de le gagner modèle, sa vie, et repenser le modèle du XXIe siècle. Mais ils ne sont pas prêts à lâcher le paradigme de la croissance, du PIB il y a encore beaucoup de pauvres en Chine. Hein. Il faut savoir qu'il y a encore des millions de personnes qui sont pauvres, qui vivent la misère. Et donc, l'objectif de la Chine, c'est qu'il n'y ait plus de pauvreté ni de misère. Donc, je pense qu'elle va continuer à pousser. Est-ce qu'elle saura s'arrêter ? L'avenir nous le dira. Est-ce que nous saurons ? Est-ce que cette génération saura mettre un frein et implémenter un autre mode de... Peut-être redistribuer les richesses de manière différente pour effectivement mettre fin à la pauvreté. Ça, c'est quand même un droit légitime pour la population. Ouais. Et en même temps que les plus riches participent à Alors voilà, c'est vraiment de comprendre comment peut-être sa population, avec cet éveil de conscience, puisque elle consomme beaucoup de livres de développement personnel, elle s'est mise à la méditation, le yoga a explosé. Donc on voit bien que ce qu'on voit dans nos pays se passe également en Chine. Et bien, au fur et à mesure où on a cet éveil de conscience, on comprend que consommer ne rend pas heureux. Pour l'instant, c'est l'opium du peuple, mais ça ne rend pas heureux. Et donc, peut-être qu'avec un autre mode de vie, on peut consommer moins et être plus heureux, plus en phase avec qui on est, avec ce qui donne du sens, en fait. Dans ton livre, on découvre une Chine qui est beaucoup plus ouverte que ce qu'on imagine, beaucoup plus en avance que ce qu'on imagine. C'est un livre vraiment que je vous encourage tous de lire. Il est passionnant, il se lit très vite comme un roman. Merci beaucoup, Nathalie, c'était passionnant. Et on pourrait ne pas s'arrêter de te poser des questions et de savoir et de comprendre. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cet épisode de Donut and Human. Si ça vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour suivre notre chaîne, liker, partager, commenter. Merci beaucoup à Rodolphe Muller, merci à l'équipe de production Big Success Top Talent, Orlan derrière la caméra, Marine au montage, William à la direction de la prod. Merci à mes partenaires ADN Paris et By Charlot. Merci à Luca et Bernard. Et à vendredi prochain. Au revoir. Au revoir.